Bonjour à tout le monde, bonjour à Jean-Luc. Je te remercie d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on souhaitait partager donc avec encore une fois Jean-Luc les aspects chaîne d'approvisionnement et les impacts que cette crise ont créé, donc du Covid-19 sur justement notamment la chaîne d'approvisionnement. Et on va voir aujourd'hui un petit peu quelles sont les 4 phases de cette crise. Et, à la fois quelle réaction ça vous a demandé d'avoir par rapport à vos habitudes de travail et comment sur le plus long terme ça va avoir un impact et quelles peuvent être aussi les opportunités que l'on peut saisir, puisque de toute crise il peut y avoir aussi des points très positifs. Donc je propose, Jean-Luc, déjà que tu nous présentes un petit peu tes activités. Tu as une double casquette aujourd'hui et je pense que tu partageras avec nous ta double expérience, notamment en tant que directeur des achats du groupe Eiffage. Et également, je souhaiterais que tu me partages un petit peu ton rôle et le rôle du CNA, le Club national des achats. Donc voilà, si tu veux bien nous donner un petit peu voilà, tes fonctions. Merci Nicolas. Merci de cette invitation. Donc effectivement, en quelques mots, le Conseil national des achats, c'est aujourd'hui une association effectivement qui rassemble évidemment l'ensemble de la communauté, qui a quelques caractéristiques très particulières. D'abord, d'être une ancienne association, elle a pesé. Je fais remarquer à tout le monde qu'elle est née juste après-guerre, justement dans un contexte de reconstruction, parce qu'elle a un rôle à jouer notamment dans les périodes tendues, dans les périodes de crise. C'est une association qui est très attachée à la proximité. Le réseau achat est proche du tissu économique local, qui soit d'ailleurs entrepreneurial ou public, c'est une des caractéristiques. Elle est représentative de l'ensemble du tissu industriel, donc de la PME, des ETI, des grandes entreprises. C'est déjà une association qui a pris ses responsabilités récemment, enfin, il y a maintenant une dizaine d'années, dans le cadre de la charte, dans le cadre du label, de la relation fournisseur responsable. On a travaillé avec ça avec le ministère de l'économie et des finances, avec la médiation. Ce sont des points importants, structurants. On reste plus que jamais rassembleurs, avec des adhésions qui sont en hausse, et d'ailleurs même dans cette période, c'est important de le souligner, il va y avoir un besoin d'écoute et de rassemblement de la communauté. Et puis récemment, c'est beaucoup d'initiatives qui sont prises, outre celles qu'on prend de partager ensemble quelques éléments avec EcoVadis, mais il y a des études sur la relocalisation, il y a un forum Achat Connect qui a été créé, des nouvelles, un guide d'achat sur tous les EPI du Covid, qui est un des points critiques. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont prises par la communauté des acheteurs. En fait, le CNA n'en est que le relais et le catalyseur, mais c'est évident qu'aujourd'hui, on sent une fonction qui boue dans cette période-là, donc on pourra en parler un peu plus par la suite. Voilà, Nicolas. Parfait. Beaucoup d'évolutions, beaucoup effectivement d'innovation dans les achats et le rôle du Sénat de les accompagner. Merci Jean-Luc pour cette introduction. Donc, on va regarder un petit peu aujourd'hui ces quatre phases. On va démarrer par les deux premières phases qui sont un petit peu les mois, trimestres qui viennent de s'écouler ou qui sont en cours. On va regarder comment vous avez réagi et Jean-Luc nous partagera justement ce qu'il voit un peu lui à la fois dans son rôle de directeur achat Eiffage et aussi vis-à-vis des différentes directions achats qui participent dans ces groupes de travail au sein du CNA, justement pour aider les entreprises à faire face à ces événements sans précédent. On aura une petite session de questions-réponses donc après ces deux premières phases, et on terminera par les deux dernières phases qui sont plutôt la reconstruction et la nouvelle normalité qui interviendra plutôt en fin d'année. Donc, n'hésitez pas dès maintenant, vous avez la possibilité de poser vos questions par l'intermédiaire de l'outil et on traitera donc ces questions, on répondra à ces questions donc en milieu de parcours de ce webinaire et on finira également par des questions-réponses. Donc, allez-y, posez vos questions et on partagera et Jean-Luc répondra à certaines d'entre elles. On va commencer par un petit sondage. On vous laisse quelques minutes pour pouvoir répondre à la question. Jusqu'à présent, diriez-vous que la pandémie de Covid-19 a augmenté, diminué ou n'a rien changé
à l'engagement de votre organisation en matière d'achat responsable. Est-ce que ça a eu un impact à aujourd'hui donc sur vos achats et le fait de peut-être d'y introduire ou de vouloir introduire plus de responsabilité dans votre relation avec vos partenaires dans votre supply chain? On vous laisse quelques secondes. Vous pouvez voter. Vous avez normalement sur votre écran la possibilité de sélectionner donc une de ces réponses. Est-ce que donc la pandémie a augmenté, diminué ou n'a rien changé à l'engagement de votre organisation en matière d'achat responsable? On vous laisse encore quelques secondes et ensuite nous publierons les résultats. Alors, certaines personnes me disent qu'elles ne peuvent pas répondre au sondage. Donc, regardez bien, il devrait y avoir une petite fenêtre qui devrait vous permettre de sélectionner une de ces réponses. Et il y aura d'autres sondages. Donc, voilà, si vous n'êtes pas arrivé sur celui-ci, vous aurez l'occasion de participer sur les prochains. Voilà. Donc, nous terminons ce premier sondage avec des résultats que l'on va s'empresser de commenter avec Jean-Luc. Alors, de manière assez évidente, déjà, vous n'êtes que 7% d'entre eux pour qui cet événement et cette situation a impliqué une diminution de votre engagement ou de l'engagement de votre organisation. Donc, tout ça est assez positif. Mais vous êtes par contre donc partagé entre le fait de dire que cela n'a rien changé. Donc alors, est-ce que parce que c'était peut-être déjà quelque chose que vous avez pris en considération de manière très significative et vous êtes 49% d'entre vous, donc quasiment la moitié des participants aujourd'hui. Je rappelle, on est à peu près à 230 participants aujourd'hui, donc c'est un sondage qui est assez significatif, assez parlant. Vous êtes donc pour moitié d'entre vous, ça va augmenter votre engagement en termes d'achat responsable. Est-ce que Jean-Luc, voilà, ça t'amène à une remarque ou peut-être un constat aussi de ta part? Oui, moi, j'aurais eu du mal à répondre à cette question très honnêtement. C'est pas si évident que ça de savoir aujourd'hui. Il y a une réalité, c'est que beaucoup d'entreprises ont quelque chose et des projets assez matures sur ces aspects de RSE. Donc, on peut imaginer d'achat responsable. Donc, on peut imaginer que ça ne vient pas impacter la crise. Elle vient probablement souligner quelques points de faiblesse qui avaient déjà été évoqués. Et dans un certain sens, ça peut effectivement augmenter parce qu'en soulignant les points, on se dit qu'il serait temps de les corriger très vite, voilà, et que notre organisation est probablement pas assez résiliente. Je pense que ça souligne ça. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça crée du débat. Et le débat est intéressant. C'est-à-dire que là, on est très loin de tous les aspects de greenwashing qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques années. Là, on est en profondeur. Ça touche tout le système économique. Voilà. Donc, quand bien même il y avait déjà un engagement qui était assez fort, ça a aussi l'avantage et la vertu peut-être de faire réaliser, confirmer le fait que effectivement c'est un sujet qui est essentiel et qui doit être intégré dans l'organisation. Hein. C'est ce que je Très pense. bien. Voilà. Alors justement, peut-être deuxième aspect et peut-être deuxième constat aussi sur l'importance de cette robustesse de l'implication ESG. On voit de plus en plus le monde de la finance qui s'intéresse à ce que font les grands groupes, justement, et la notation extra-financière est suivie de plus en plus sérieusement. On constate de manière assez évidente, et il y avait de nombreuses études qui démontraient cette corrélation entre la performance financière et la performance extra-financière. On constate qu'il y a eu une étude là, récemment publiée par AXA et qui démontre qu'en effet, les fonds ESG et qui ont les notes les plus élevées en termes de performance extra-financière sont beaucoup plus résilientes vis-à-vis de ce crack du marché, donc lié à la pandémie, indirectement au problème du coronavirus, par rapport à celles qui ont donc une performance plus faible. Tu confirmes donc ce lien très fort entre justement les actions vis-à-vis de ces sujets extra-financiers et l'intérêt des investisseurs et donc l'importance de s'impliquer sur ces sujets? Bah, oui. Pour moi, c'est une évidence. C'est quand même une opportunité très structurante de se pencher sur le système managérial.
Or, en fait, une entreprise, elle n'est performante et durablement performante que si son système managérial est de qualité. Dans le système managérial, j'inclus la façon dont le leadership, dont une entreprise est dirigée, la capacité de se donner de la vision sur le long terme, sur le moyen terme, la capacité d'avoir les indicateurs, les actions correctives qu'il faut, la capacité de planification, la formation, l'intégration des équipes. Donc oui, là, ça récompense le système managérial. Et tenir un sujet comme celui de la RSE, des achats responsables, c'est évidemment une clé pour se pencher sur le système managérial. Pourquoi on travaille de telle façon? Qu'est-ce qu'on choisit? Je pense que c'est aussi structurant que des démarches telles que la qualité totale ont structuré notre industrie ces 20 dernières années. Très bien, merci Jean-Luc. Donc, on va vous poser une deuxième question et on répondra aux questions hein, donc d'ici une quinzaine de minutes, parce qu'il y en a déjà quelques-unes qui commencent à se profiler. Autre question, quels défis et risques en matière de développement durable avez-vous rencontrés dans votre chaîne d'approvisionnement au fur et à mesure de l'évolution de la crise? Il y a une personne qui a réagi, qui m'a indiqué il n'y a plus de business, donc il n'y a plus d'achat. Je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se traduira, parce qu'il y a forcément besoin de réagir pour quand même assurer une continuité dans le business. Et il y a très certainement besoin de préparer l'avenir et le futur. Donc, justement, la question, c'est quels sont les défis que vous avez rencontrés avec les réponses possibles. Premièrement, dérogation au processus d'intégration fournisseur habituel, donc de manière à pallier quelque part en mode réactif aux défis qu'ont présenté cette crise. Deuxièmement, impossibilité de réaliser des audits sur site, donc ça peut être un constat et un impact direct qui va vous nécessiter donc d'adapter votre mécanisme de due diligence. Troisièmement, disponibilité réduite du capital humain. Et la quatrième réponse possible, désengagement des fournisseurs en matière d'initiative RSE. Et on reviendra là-dessus, mais est-ce que justement, en soi, ça peut être un problème plus long terme? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Voilà, je vous laisse encore 5 secondes. Je rappelle, on me demande le nombre de participants pour voir un petit peu l'exhaustivité de ce sondage. On est actuellement à 231 participants. Très bien. Les réponses, Jean-Luc, elles sont donc pour 41% d'entre vous, c'est dérogation au processus d'intégration fournisseur habituel. Pour 40% d'entre vous, c'est donc l'impossibilité de réaliser des audits sur site, c'est donc peut-être d'adapter ses dispositifs. Pour 63% d'entre vous, le défi a été donc la disponibilité du capital humain, donc une réduction du dispositif et donc peut-être de faire appel à de la main-d'œuvre nouvelle et on le verra, mais qui peut introduire des risques justement RSE. Et pour 31% d'entre vous, c'est un désengagement des fournisseurs en matière d'initiative RSE que vous avez constaté. Donc Jean-Luc, si tu avais eu à répondre, quel serait toi ton constat par rapport aux défis que cette crise sanitaire a présenté? En fait, moi, ça reflète bien ce que j'aurais répondu. C'est-à-dire que si j'avais eu le droit, j'aurais coché les 4 parce que effectivement, on est en train de tout toucher, cette partie-là. La dérogation des processus, c'est une évidence. On est sorti de modes de fonctionnement qui nous font fonctionner dans un mode quand même, je dirais, on a quitté le mode confort, le mode habituel confort. Et notre mode confort, il nous permettait de prendre du temps pour des décisions, d'échanger, d'avoir des systèmes de validation assez complexes, assez longs aussi, soyons honnêtes. Ils sont aussi avec une capacité d'adaptation, de sur-mesure, de prise en compte qui sont assez longues.
Et là, effectivement, cette crise, elle nous a fait basculer du jour au lendemain dans des situations qu'on ne connaissait pas et pour lesquelles il y a eu des décisions. Alors, c'est vrai, hein, les décisions, même quand il n'y a plus d'achat à faire, il y a des décisions. C'est décider comment on quitte, comment on coupe, qu'est-ce qu'on accepte en facturation, comment on va payer, comment on revoit sa trésorerie, comment on revoit ses enjeux de cash à court terme. Il y a plein de décisions. Et je pense que dans cette mesure-là, oui, il y a des nouveaux défis. Alors, c'est autant de risques, mais ils sont importants. Et on a vu une capacité de déroger à ce mode de confort habituel, de façon classique. Comment on fait? On n'a plus le temps d'aller voir un fournisseur. Ceux qui ont dû s'approvisionner en Chine en catastrophe là, évidemment, ils ne sont pas allés en Chine. Et voilà, un tas de processus qu'on mettra en place d'habitude, on ne les a pas mis en place. Bien sûr. Donc, est-ce que tu dirais que cette phase de réaction, effectivement, elle a amené à devoir réagir en toute priorité et peut-être aussi pour aller chercher ou sourcer de nouveaux produits, je pense notamment aux masques, aux gels hydroalcooliques et autres. Donc, vraiment, pour toi, la priorité était avant tout d'assurer la santé-sécurité des employés Non. et donc de pouvoir sourcer à tout prix. La priorité, elle est de retrouver le business, de recouvrer le business et ce qu'il va falloir faire pour pouvoir travailler. Quelles que soient nos activités, il y a des services à rendre, il y a des productions. C'est de retrouver cette activité. Donc, ça passe effectivement par trouver les moyens de sécuriser les activités, de retrouver du sens à du business, de trouver des solutions de stockage, d'entreposage. Enfin, on voit bien, il y en a de multiples et tous les jours, ils sont créés. Prendre des positions aujourd'hui pour les acheteurs, par exemple, quelle position prendre sur les marchés de l'énergie qui sont assez flottants et qui laissent quelques opportunités. Donc, il y a toujours pas mal de boulot. Ce qu'on voit, c'est que là, ça a tout accéléré dans cette période-là. Ça a tout accéléré et il y a probablement des points extrêmement positifs qu'il va falloir garder derrière. Vous avez probablement vu dans votre organisation, et c'est vrai pour vous-même, il y a des vrais enjeux de leadership. Et dans une situation comme celle-là, tous vos collaborateurs, toutes vos équipes, tous vos collègues ne réagissent pas tous de la même façon. Il y a une capacité de réaction collective et il y a une nécessité, comme dans toute organisation humaine, de prise de leadership. Et je pense que déjà dans la réaction, on voit des choses, on va voir des choses évoluer. Et il est évident que quand on dit demain, il y aura un monde de demain, mais bien sûr, on tiendra compte de ça, par exemple. Ça va impacter tout de suite, dès les prochaines phases. Vous ne pourrez pas laisser des gens qui ont été des éléments clés, qui ont pris leurs responsabilités dans cette phase de réaction qui était difficile, comment aller parler aux gens, comment parler aux fournisseurs, comment garder la confiance du système, comment permettre de se projeter sur l'avenir et les exclure de la phase de reconstruction, c'est une évidence. Très bien, donc on va rentrer un petit peu plus maintenant dans ces différentes phases. Donc on voit la phase actuellement de réaction, on verra ensuite la résilience, enfin la reprise et pour terminer vers la nouvelle normalité. Donc on va dérouler un petit peu plus ces 4 phases. C'est un peu ce que tu vois, hein, ce que tu penses dans le déroulement justement de l'évolution de cet événement. Hein. Vraiment aujourd'hui on réagit au plus vite, ensuite on essaye de justement remettre un petit peu tout le monde d'aplomb pour qu'il y ait une reprise qui soit ensuite plus pérenne et de s'inscrire dans de nouvelles règles. Oui, alors tout le monde aimerait savoir ce que serait la nouvelle normalité de demain. C'est vrai que même la partie la plus compliquée pour nous, c'est que celle-là, on aimerait bien la visualiser et on a beaucoup de mal à l'heure actuelle. Bien sûr. Donc, on comptera sur toi hein, dans la dernière phase pour nous dire un petit peu comment tu vois dans ta boule de cristal l'évolution des achats. Donc, sur l'aspect réaction, on a parlé, et ça, je pense qu'on a déjà bien évoqué le sujet, c'est effectivement, je pense, identifier les risques qui vont être liés à la continuité des activités. Est-ce que vous avez eu, par exemple, des difficultés sur des choses toutes bêtes, mais par rapport au télétravail? Est-ce que ça a amené des changements au niveau peut-être des équipes qui n'étaient pas vraiment encore habituées à ça? Est-ce qu'elles ont dû justement faire face dans l'urgence à trouver des équipements, à implémenter un nouveau cadre de travail? Est-ce que ça a été des choses dont tu as vu dans les entreprises que tu accompagnes dans le cadre du CNA? Est-ce que c'est un sujet qui a été effectivement pris en priorité et qui a nécessité ou va nécessiter de faire évoluer les pratiques justement pour assurer continuité de l'activité? Ah ouais, bien sûr, il y a eu là tout de suite, on a eu de la chance d'ailleurs dans la fonction achat parce qu'il y a une grosse partie de la fonction achat qui a tout de suite été sollicitée. On ne peut pas laisser en plan tout un business avec nos fournisseurs. Un certain nombre d'activités ont dit continuer, quels que soient les secteurs, ils sont rares
tout s'est éteint. Et puis même quand ça s'éteignait, c'est comment on éteint. Et puis il y a tout de suite se projeter sur cette nouvelle phase de redémarrage avec des nouveaux produits qu'on n'avait pas anticipés, faut être honnête, que ce soit d'ailleurs sur le public ou sur le privé. Mais enfin, je ne vais pas refaire le débat là. Et donc là, il a fallu réenclencher tout ça dans un système à distance, mais ça, on y a tous vu, et moi j'ai beaucoup de témoignages de gens qui ont trouvé des opportunités, faire travailler des compétences facilement, aller chercher la compétence là où elle est. Et ça, c'est vrai partout. Dans mon propre organisation, eh bien, celle qui a pris en charge aujourd'hui toutes les problématiques de transit et de logistique aujourd'hui qui sont critiques pour ces approvisionnements-là, eh bien, c'est l'experte de l'international qui fait ça à longueur de journée. Et elle a trouvé naturellement sa place auprès de gens qui sont plutôt en charge des achats généraux et qui ont l'habitude de la distribution sur tous les lieux. Et ces doubles compétences-là, ben, c'est très intéressant. Voilà. Et ça se met en face très, très vite. Alors après, ça a éprouvé évidemment notre capacité de travailler en commun dans les entreprises. Pour certaines entreprises, il y a une compacité qui était réelle et qui facilite ça. Pour d'autres, c'est un peu plus désordonné et c'est en train de se mettre en place. Mais c'est sûr que là, on a un crash test là, en réel pour regarder aujourd'hui quelle est la résilience même de nos organisations. Et ça, c'est un point important. La capacité de réaction, c'est quand même ça. Clairement ça, quoi. On a parlé de beaucoup de gestion de risque, eh bien c'est effectivement la capacité en quelques jours de mettre en œuvre une équipe spécifique pour aller attaquer tel sujet, une autre équipe pour aller s'occuper des fournisseurs, de relancer tous les catégories managers pour qu'ils fassent leur boulot de maintenir la relation fournisseur, et c'est comment, à distance, on relance tout ça. Voilà. Et effectivement, ça a plus ou moins… Comment vous avez au niveau du Sénat justement accompagné les directions achats? Comment vous avez au niveau solidarité réuni un peu tout le monde autour de groupes de travail? Comment ça s'est passé? Il y a évidemment, bon, on a été sollicité sur de multiples choses, mais d'abord il y a l'envie de se parler entre pairs, l'envie d'échanger pour comprendre, pour se créer quelques certitudes. Et il y a l'envie après d'aborder des éléments techniques et d'échanger comme d'habitude des points sur lesquels c'est quoi l'impact économique, quel est le prix de certains produits, quelle est la façon la plus sûre de sourcer, quelles précautions prendre. Donc c'est vraiment des choses extrêmement pratiques au départ. Hein. Et puis il y a l'envie du management de se dire il va falloir qu'on tienne compte de ça, il faut tout de suite qu'on se projette sur l'avenir. Donc il y a aussi ces sollicitations-là. Les responsables achats, les directeurs achats sont vraiment dans cette logique-là. Donc ils sont déjà en anticipation justement sur les phases de reprise. Oui, il y a quand même cette logique-là de se dire qu'est-ce que va devenir notre service achat demain. Et finalement, c'est intéressant, mais on a beaucoup parlé de la raison d'être et en fait, c'est aussi la raison d'être des achats. Et il est évident qu'aujourd'hui, ça va remettre en cause ça. C'est en train de remettre en cause ça. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a peut-être des éléments qu'on avait oubliés. Le rôle des achats dans la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement, je ne suis pas sûr qu'il ait totalement été pris en compte et il sera certainement remis en cause là, assez fortement, sur la sécurisation des personnels, parce que notamment c'est un élément clé. Parce que finalement, ce qu'on fait là, on voit bien que c'est assez surréaliste la période qu'on vit à l'instant, mais en réalité, c'était malheureusement anticipé par certains et prévu par certains en tout cas. Oui. Très bien. Alors, juste un petit exemple pour illustrer un petit peu ce que certaines entreprises et les actions qu'elles ont prises pour lutter contre le Covid-19. On a vu beaucoup de solidarité. Donc, évidemment, on a pris un exemple de Pernod Ricard avec au niveau notamment des fabrications et des dons d'alcool. Donc ça, je pense qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fabriqué des masques, fabriqué les gels hydroalcooliques, qui se sont réorganisées. Donc j'imagine que ça, justement, au niveau des achats, ça a un impact direct parce qu'ils doivent peut-être sourcer de nouveaux produits. J'imagine qu'il faut aussi que la direction achat fasse preuve d'agilité
et on y reviendra, parce que ça fait partie aussi, je pense, de la nouvelle normalité, ce sera toujours de conserver et d'avoir des outils pour améliorer cette agilité. Et on a vu aussi des actions de sensibilisation auprès des communautés sur justement ces sujets Covid-19. Donc, je pense que les grands groupes ont et jouent un rôle très important aussi dans l'accompagnement, à la fois bien évidemment de leurs employés, mais aussi de leurs partenaires et évidemment auprès et aux yeux de toutes les parties prenantes. Donc là, c'était plutôt un partage. Si vous avez aussi d'autres expériences, n'hésitez pas à le partager. J'ai aussi choisi l'exemple du Crédit Agricole qui, justement, a beaucoup œuvré à rassurer ses employés et a confirmé un certain nombre de maintiens vis-à-vis notamment des salaires. Et on reviendra dessus, Jean-Luc, parce qu'on a quelques questions justement au regard de l'emploi et comment ça va avoir, quel impact et comment les directions achats aussi sur l'attractivité des talents, comment on va pouvoir faire en sorte de retrouver de la main-d'œuvre, puisque ça risque d'être un des autres challenges, c'est aussi de continuer les programmes d'attractivité d'embauche des talents. On a noté donc pour faire un petit aparté sur justement la façon dont on peut aider à identifier et impliquer les fournisseurs à améliorer leur résistance à long terme. Il y a 3 grands thèmes qui sont importants, évidemment la santé et sécurité des employés. L'idée étant de s'assurer dans sa supply chain que les sous-traitants et partenaires vont mettre en place un certain nombre d'actions pour justement s'assurer de la santé et sécurité des employés, ce qui est clé. Je pense que le fait de faire appel à de la main-d'œuvre rapidement, à trouver de nouvelles compétences, parce qu'on a 20 ou 30% de ces effectifs qui peuvent faire défaut, du fait éventuellement qu'ils peuvent être touchés par le Covid-19 ou des fournisseurs qui ont ce genre de problèmes également. S'assurer donc de ces bonnes pratiques. Les conditions de travail aussi, vérifier qu'il y ait bien des actions au niveau des conditions de travail et sur les achats responsables. Important aussi de vérifier s'il n'y a pas des risques de fournisseurs qui n'auraient pas la responsabilité nécessaire dans leur propre supply chain. Donc là-dessus, quelques indicateurs. Aussi avoir de la visibilité. Est-ce que pour toi, Jean-Luc, les outils qui étaient à disposition de tes acheteurs, tu penses qu'ils étaient suffisants, qu'ils sont suffisants, ou est-ce qu'au contraire, il est important peut-être de renforcer un petit peu le côté analytique de la connaissance de ses partenaires et de leurs actions pour justement mieux anticiper un risque potentiel? Déjà, on parle beaucoup de cartographie du risque, on regarde notamment de droit de vigilance ou de loi type Sapin 2. Est-ce qu'il est important d'avoir des outils qui permettent aux acheteurs de mieux appréhender des faiblesses, des points faibles dans la supply chain et de travailler avec ses partenaires pour que justement ils y remédient? Oui, ça c'est un point clé. Je pense que notre fonction va se transformer sur cette partie-là. Il y a des outils structurants qui vont arriver, qu'on va développer. D'ailleurs, ils ne sont pas tant pour travailler, pour éclairer juste les points faibles, parce que ceux-là, globalement, on les a, les points très faibles, on les a peut-être déjà. Mais c'est surtout pour nous aider à piloter l'amélioration. Les points d'amélioration, systématiquement, comment on doit travailler, sur quel point on doit progresser. On doit aujourd'hui appréhender des points de façon beaucoup plus analytique. Cette crise a encore mis en exergue toute la problématique du global et du local. Alors, c'est effectivement quelque chose dont on parle depuis très longtemps, et depuis le début de la mondialisation à la fin des années 80 jusqu'à maintenant, cette notion de global et local, on en parle. En même temps, on fait dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une nécessité quand même de donner une part locale bien plus importante, de maîtriser cette part locale. Comment on la maîtrise? C'est quoi le juste appui qu'on doit donner à ça pour sécuriser toute la chaîne d'appro, par exemple, pour intégrer toute l'économie circulaire, enfin tout ce qui va aller effectivement dans ce sens de renforcer la résistance, la durabilité de nos systèmes. Eh bien, on a besoin d'outils pour ça. On a besoin d'outils parce qu'aujourd'hui, le dire, c'est facile. Le prendre en compte réellement, intelligemment, dans des stratégies achats, dans des choix de sourcing, dans des définitions de prix, c'est pas si évident, quoi. C'est pas si évident. Et là, on a besoin d'outils. Oui, on a besoin d'outils beaucoup plus objectifs pour pouvoir prendre en compte ça. Se rend compte notamment qu'on a des outils qui ont besoin de rentrer en profondeur. Il ne s'agit pas juste de regarder son rang 1 de fournisseur, mais il faut être capable d'intégrer le rang 2, le rang 3, la matière première. C'est un point important. Aujourd'hui, soyons honnêtes, les outils qu'on a sont assez primaires, quoi.
Regardez de la dépense, on a tous aujourd'hui des outils déjà suffisamment intelligents pour nous faire un span d'analyse, mais ça reste le premier rang, quoi. Éventuellement, ça descend jusqu'au second rang, mais on a du mal à maîtriser toute la partie matière première, toute la filière. Or, l'exigence aujourd'hui de la RSE, c'est d'aller chercher ça et d'aller faire parler ces datas et de les prendre en compte. Donc oui, faire parler des datas, c'est de l'analytique, ça c'est évident, et ça demandera des outils parce que c'est pas simple. Oui, donc de piloter vraiment cette performance fournisseur. Très bien. Une nouvelle question sur la résilience. Donc sur cette deuxième phase je pense qu'on est en plein dedans. La question est quelles nouvelles politiques, actions votre organisation met-elle en œuvre pour comprendre et atténuer les risques? Donc première réponse possible, les modèles d'évaluation des risques par catégorie pays. Donc là, on est plutôt sur des outils de type cartographie du risque qui va permettre de mieux appréhender les risques dans chacune de vos familles d'achat ou dans les pays. Donc ça, première réponse. Deuxième réponse, soutien des fournisseurs vulnérables et à risque. Donc comment vous allez les accompagner et peut-être c'est une des actions que vous allez mettre en place pour mieux accompagner vos fournisseurs et de ceux que vous auriez identifiés comme étant vulnérables ou à risque. Troisième réponse, recommandation par les acheteurs des meilleures pratiques. Donc, d'où l'importance aussi, et Jean-Luc, tu pourras peut-être nous faire un petit part de ton expérience sur justement l'accompagnement que tu apportes notamment aux employés du groupe et à la formation justement pour qu'ils puissent intégrer plus profondément dans leurs actions de tous les jours ces sujets de durabilité. Et enfin, dernière réponse, le suivi des fournisseurs accrus avec des données d'organismes tiers, justement sur ce qu'on vient d'évoquer, peut-être votre souhait dans cette phase de redémarrage, de renforcer l'analytique que vous pourriez avoir sur vos fournisseurs pour vous aider à mieux appréhender ceux qui auraient un besoin d'accompagnement plus marqué. Je vous laisse encore quelques secondes. Voilà, on peut publier les résultats. Alors, vous êtes pour 56% d'entre vous, vous êtes donc sur modèle d'évaluation des risques. Donc, ça va être de renforcer ces aspects, de mieux appréhender le risque qui pourrait exister dans chacune de vos catégories ou des pays dans lesquels vous allez vous sourcer. Pour 67%, soutien des fournisseurs vulnérables et à risque, avec peut-être des mesures d'accompagnement pour leur expliquer un peu mieux les enjeux auxquels ils font face et comment ils peuvent mettre en place des actions qui vont leur permettre d'être moins exposés à ces risques-là. 48% d'entre vous, recommandations par les acheteurs des meilleures pratiques. Et enfin, le suivi fournisseur accru avec des données d'organismes tiers. Vous êtes donc 36% d'entre vous. Donc, soit vous avez déjà des bons indicateurs et qui vous permettent d'appréhender quelle est la maturité de vos fournisseurs, soit c'est quelque chose qui viendra après avoir accompagné donc les différents aspects. Est-ce que toi, Jean-Luc, voilà, quelle aurait été ta réponse et qu'est-ce que tu penses très important? Je pense que tu aurais répondu également sur les 4 sujets, mais si tu peux peut-être nous dire un petit peu plus. Là, j'avoue que oui, là, j'avoue que le soutien des fournisseurs vulnérables, c'est la première priorité. Oui. Il y a vraiment une notion de risque, c'est la première sur laquelle on a dû agir. Il y a une vraie responsabilité des acheteurs là-dessus, et je pense que ça, c'est évident que ça a été la première chose de beaucoup d'organisations, de prendre ça en main. Après, effectivement, les autres problèmes vont arriver, mais de façon différente. Celui-là, c'est une nécessité même pour reconstruire. Genre, on va reconstruire sur ce qu'on aura sauvegardé. Et sauvegarder le tissu industriel, c'est quand même une première responsabilité des achats. Sur l'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est peut-être sur par pays, sur la notion aujourd'hui de catégorie de pays. Je crois qu'il y a une évidence, c'est qu'aujourd'hui, pour que les systèmes soient robustes, soient résilients, soit durable, il faut qu'il y ait un attachement. Le business va avec la responsabilité sociétale. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que c'est peut-être d'ailleurs une exigence qu'on politique demain vis-à-vis des entreprises, mais c'est cette notion de dire ce que ça va changer là, c'est le fait qu'on va se concentrer sur sa zone.
Je veux dire, il est important de considérer qu'il y a une responsabilité qu'on peut assumer que si on est un vrai acteur sociétal. Si on va faire un coup dans un pays juste pour acheter un pays, pour acheter un prix, en se foutant du développement de la filière, de la qualité, de la sécurisation de sa source, etc., c'est évidemment quelque chose qui se retournera dans ces périodes de crise contre ceux qui le font. Et je pense que notre système global, il a besoin de ça. Et je pense que la France, l'Europe en particulier, va reprendre probablement, et les entreprises européennes, que ce soit pour les acheteurs publics, c'est une évidence, ou même pour les acheteurs privés, on va reprendre possession de l'Europe. D'accord, donc tu penses que c'est important de relocaliser peut-être, ou de faire des choix un petit peu différents, justement en intégrant un peu mieux, en mettant au cœur toute cette notion de risque. D'être cohérent avec son propre développement et son propre business, le domaine où on agit socialement et le domaine où on achète. On ne peut pas dissocier les deux. Voilà, on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas imaginer être un acteur du facilities en France, de s'appuyer sur le marché européen et d'avoir des clients en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et en Angleterre et considérer que son domaine achat est totalement déconnecté, c'est un autre business à partie achat. Pour moi, ce n'est pas possible. Et ça ne sera plus possible dans le modèle de demain. Et il va falloir qu'on appréhende ça. Voilà, pour autant, voilà. Et ça, c'est très compatible avec les modèles de développement durable. Parfait, donc on est sur la deuxième partie sur la résilience et je pense que ça fait tout à fait lien avec ce que tu évoquais. Peut-être une question là-dessus, est-ce que, et justement, ça va amener à relocaliser certains achats, déjà d'une part pour soutenir peut-être TPE, PME françaises, et est-ce que ça va aussi, du fait d'une meilleure gestion, d'une meilleure proximité, ça peut aider à mieux gérer le risque? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu vas être attentif là dans les prochains trimestres? Ah oui, bien sûr, ouais, ça, et je ne veux pas être le seul là. Je pense que toute notre communauté va se pencher là-dessus. C'est des choses qu'on va réévoquer, hein. C'est des sujets qui nous ont été demandés par tous. D'ailleurs, les universités achats sont en train d'intégrer tout ça qu'on prépare pour la rentrée, pour le mois de septembre. C'est vraiment pour aller creuser ces choses-là à fond. Donc oui, il va y avoir une prise en compte, la nécessité d'agir ensemble pour construire des filières sûres et performante. Parce que la réalité, c'est qu'en même temps, on est interdépendant là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'une filière se fasse juste parce qu'un acteur, aussi gros soit-il, tout seul pèse dessus. Et je pense que là, il y a une approche commune à avoir, identifier les filières sur lesquelles il est nécessaire de les avoir là et sur lesquelles on a tous un rôle à jouer, une responsabilité à prendre. Donc, question de souveraineté aussi. Oui, de souveraineté, de sûreté, c'est une évidence qu'aujourd'hui, ce qu'on vit là aujourd'hui avec cette problématique de virus, j'aimerais être sûr, j'aimerais me tromper, mais je pense qu'on va le revivre. Et que c'est indéniablement, on va devoir se structurer pour savoir gérer ça, d'une part dans le temps, cette première, et probablement d'autres, et en éviter d'autres. Et donc, il va falloir qu'on l'intègre, sauf que sur des choses aussi évidentes que les éléments de protection, on va tous être communs. Si une filière française est capable de se développer comme ça semble être le cas et c'est naissant aujourd'hui, il va falloir qu'on la renforce tous. Il va falloir qu'on abonde dessus. Il va falloir qu'on abonde sur une filière européenne là-dessus aussi. Voilà, donc je pense que c'est ça qui sera peut-être le plus difficile à mettre en commun, c'est comment on va renforcer ça. Ensemble et comment on va veiller à ce que notre interdépendance et nos actions communes renforcent ça réellement, quoi, et qu'on rame dans le même sens en réalité. Bien sûr, donc je note qu'en effet, il est essentiel de se préparer pour la future crise parce que tu penses qu'en effet, on est quand même dans des cycles très rapprochés d'événements à la fois climatiques, sociaux et comme ici sanitaires. C'est essentiel de garder en tête que voilà, c'est peut-être qu'un rappel de ce qui peut aussi préjuger le futur. La prochaine crise, elle pourrait être climatique, elle pourrait être assez grave aussi, quoi. Et on ne peut pas être pris au dépourvu à chaque fois, on ne peut pas ignorer qu'à un moment donné, alors on doit être solidaire du monde, pour autant, on doit pouvoir agir sur quelque chose qu'on maîtrise, quoi.
peut pas avoir la prétention aujourd'hui de maîtriser le monde entier à nos échelles, et même pour les très grandes entreprises, et même pour les entreprises mondiales, elles le savent aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué. Donc, dans notre domaine de responsabilité, on doit réellement agir. Et en l'occurrence, on doit protéger notre système qui permettra d'accueillir, de développer, qui permettra d'aider aussi. Voilà, c'est important de pouvoir faire ça. Très bien, merci là-dessus. Donc, je partage juste un autre exemple avec notamment le soutien des partenaires dans la chaîne d'approvisionnement, avec notamment des dons de produits, mais aussi Unilever qui débloque 500 millions d'euros pour un paiement anticipé de ses fournisseurs. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là parce que c'est encore un autre grand sujet, je pense, c'est comment effectivement aider financièrement les petits fournisseurs qui pourraient être vulnérables. Mais c'est un point qui me paraît être important à noter, donc de voir également à des financements peut-être qui peuvent intégrer des notions de RSE et pour aider des fournisseurs à intégrer de plus en plus la RSE et à bénéficier de bonus peut-être sur des crédits intégrant ces notions-là. Et je souhaiterais tout de suite qu'on aborde les questions parce qu'on a déjà pas mal de questions. Donc peut-être une tout de suite, Jean-Luc. On me dit relocaliser, ok, mais comment absorber les surcoûts qui pourraient être liés sur cette relocalisation? Est-ce que justement on doit relocaliser et défendre auprès de sa direction le fait que ça risque de coûter plus cher, mais en même temps peut-être aussi de sécuriser? La finance et la mondialisation sont toujours aux commandes, même demain. Non, mais bien sûr, le problème du surcoût, c'est sur quelle période on le prend. Et comment on va poser les choses. Aujourd'hui, il y a un surcoût assez faramineux qu'on est en train de payer de ne pas avoir planifié certaines choses. On ne peut pas demain les oublier, quoi. Et on ne peut pas les sortir de l'équation. C'est quand même analytique. Et donc, il va bien falloir prendre en compte qu'à un moment donné, juger que 5% d'économie, c'est génial, 5% par an, si à un moment donné, ça fait une année qui tombe à moins 50%. Et la probabilité. Donc, c'est très analytique cette approche-là, mais elle doit être menée. En même temps, on sait qu'un certain nombre de filières aujourd'hui, l'automatisation, il y a plein de choses qui changent régulièrement et on est toujours en retard. En fait, on réagit, mais toujours en retard. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'équipements qu'on peut acheter. On sait très bien qu'on est capable de les produire de façon très productive, y compris dans un pays comme le nôtre. On sait qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent se développer, y compris en Europe. Et donc, évidemment, si on en fait des grandes quantités, on va réduire considérablement et on va rendre ça compétitif. Donc oui, c'est un vrai débat à porter. Et encore une fois, c'est quel cadre on se donne. Si on regarde juste une ligne dans un tableau Excel simple et de se dire, voilà, j'ai acheté ça à 30 centimes, a priori, si je l'achète ici localement en Europe, je vais le payer 40 centimes. C'est 40 centimes à l'instant T, ça pourrait devenir quoi si vraiment on l'achète derrière, si on développe cette filière, et puis combien ça nous a coûté de nous dépanner quand on... Enfin voilà, l'équation, il faut juste l'élargir, hein, parce que sinon on va être basique. Et de raisonner peut-être aussi en coût, en effet, en coût global. Bien sûr. Et en termes Jean-Luc, une autre... Mais, autre question, donc les entreprises vont manquer de capital humain. En tout cas, c'est déjà le cas. On l'a vu, certaines filières sont assez tendues en termes d'attractivité des talents, de disponibilité donc des main-d'œuvre. Est-ce que, ça peut introduire un risque droit humain? Est-ce que certains sous-traitants peuvent être tentés de faire travailler peut-être de la main-d'œuvre pas chère, disponible assez facilement et donc de passer outre certaines due diligence, notamment au niveau du droit humain? Et deuxième question, est-ce que dans les programmes d'embauche qui étaient prévus, comment ça va se passer? Est-ce que justement, il y a des processus de nouvelle embauche qui vont être prévus? Est-ce que ça, au contraire, ça ralentit les ambitions que vous aviez? Voilà, comment ça va reprendre? Est-ce que ça va être stoppé, au contraire, augmenté parce que justement, il y aura de nouveaux besoins et donc il faudra de plus en plus de main-d'œuvre? La réalité, c'est qu'il faudra plus de main-d'œuvre qualifiée. Ça, c'est sûr. Alors, c'est quoi la qualification aujourd'hui? Je pense que la formation a encore un bel avenir devant elle. Il y a beaucoup de choses à travailler. Et d'ailleurs, en particulier pour apprendre tous les domaines de la RSE, quoi. On a aujourd'hui, on va devoir abonder là-dedans.
Après, dans tous les secteurs aujourd'hui, je suis surpris de l'envie de se projeter qu'il y a de tout le monde. Mais on ne peut pas ignorer qu'il va y avoir un certain nombre de gens qui vont devoir être réorientés. Malheureusement, il va y avoir de la casse. Alors, je ne sais pas exactement combien on sera. On parle, pour l'instant, parce que les chiffres que j'entends sont raisonnables, 5 ou 600 000, 1 million de chômeurs en plus. Enfin, c'est quand même assez gigantesque. Comment ça va se transformer? Comment on va retrouver? Vers quoi on doit orienter là-dessus? Donc, en fait, il y aura des candidats. Évidemment, il va falloir pouvoir les développer de nouvelles compétences. Donc, c'est tout notre système de formation qui va être remis en cause, éducatif aussi qui est remis en cause et qui va devoir évoluer. Donc voilà, sur cette partie-là, je pense que tout le monde a très envie de se projeter demain. Nous, achats, on va avoir besoin de nouvelles compétences. Je pense que ça sera quand même un domaine qui va se retrouver renforcé après la crise, renforcé en termes de matières grises, en termes de personnes. Je ne sais pas, parce que de l'autre côté, il y a plein de systèmes aujourd'hui qui s'automatisent, le P2P, enfin, il y a un certain nombre de choses où on est de plus en plus productif. Par contre, effectivement, sur la responsabilité, sur la pensée, sur le pilotage, sur le sourcing, sur la stratégie, sur les politiques achats, oui, ça va se renforcer. Donc, on aura besoin d'attirer effectivement un certain nombre de gens bien formés encore dans nos métiers. Et c'est le cas de tous mes collègues. Digitalisation, le besoin de digitaliser, donc peut-être des compétences qui vont devoir évoluer pour justement intégrer toujours plus tous ces sujets d'importance et nombreux. Oui, et puis une capacité de leadership. Parfait. Merci Jean-Luc. Je propose qu'on continue parce que le temps nous est précieux. Il nous reste à peu près donc une dizaine de minutes. On a un peu plus de la moitié. On va tout de suite terminer sur donc les deux phases qui paraissent les plus importantes où on a le moins de visibilité. Rapidement, un petit sondage. Et je vais vous laisser que très peu de temps, mais je vous donne quand même l'occasion d'y répondre. Vous attendez-vous à ce que l'un de ces thèmes RSE gagne en importance au sein de la fonction achat suite à la crise? Donc, environnement, CO2, consommation d'énergie aux pollutions émissions. Donc ça, ce sont toutes les données quantitatives qui pourraient être importantes peut-être à mesurer dans votre organisation ainsi que dans votre supply chain auprès de vos fournisseurs pour avoir un levier et les faire évoluer dans le bon sens. Droit du travail, santé et sécurité, des employés, des carrières, formation également. Droit humain, travail des enfants, travail forcé, discrimination ou éthique, corruption, sécurité de l'information. Vous pouvez bien évidemment cocher les quatre, ce qui serait plutôt une bonne chose et d'aborder donc plus globalement dans vos achats, d'intégrer ces notions de RSE. Je vous laisse encore quelques secondes et on valide tout de suite le sondage. Voilà, les résultats, donc pour 70% d'entre vous, on est sur des sujets plutôt liés à l'environnement. 70% droit du travail, santé, sécurité, carrière, formation. Droit de l'homme, un peu moins, étonnamment, 37%. Et pourtant, je pense qu'effectivement, c'est un des sujets auxquels il faut être extrêmement attentif, puisque de nouveau, le manque potentiel de main-d'œuvre qualifiée peut amener à faire appel à de la main-d'œuvre facile. Et 50% donc des sujets éthiques liés à corruption, sécurité de l'information. Est-ce que toi, Jean-Luc, tu es aligné avec ce genre de réponse? Quel est ton point de vue? Ouais, moi, je m'y retrouve pour la partie effectivement environnement. Enfin, je pense que l'enjeu carbone maintenant, il est essentiel, quoi. Je suis dans une entreprise qui s'est très fortement engagée là-dessus, hein. On vient juste de produire notre premier rapport climat avec tout l'enjeu extrêmement ambitieux, l'alignement au plus haut niveau de l'entreprise sur une réduction de plus de 33% de notre empreinte carbone. Donc ça me semble essentiel effectivement là-dessus et assez concret sur lesquels on peut avancer. Je pense que pour les autres domaines, s'ils sont un peu moins notés aussi, c'est parce qu'on a déjà avancé, il y a déjà des avancées, on sait à peu près ce qu'il faut faire, on n'est pas encore idéal, mais on sait ce qu'il faut faire. Tu as raison, les notions des droits de l'homme, on sait bien qu'il va y avoir des choses critiques, mais on l'a bien vu là, hein, cette crise monte politiquement aussi. On découvre que la Chine, c'est pas une démocratie. C'est marrant ça, parce que on pouvait le savoir avant, quoi. Et que donc, effectivement, la communication se passera pas de la même façon.
Enfin bon, on l'a ignorée quand on pensait juste au potentiel de business qu'elle présentait. Donc oui, il y a des choses qui vont aussi nous impacter là-dessus. Mais à notre niveau, l'empreinte carbone, ça sera l'élément clé. Ouais. Très bien. Donc, Jean-Luc, sur la reprise, donc on va dire, sortie de crise, une fois qu'on a eu cette réaction, on a géré un peu la résilience de la supply chain, comment tu vois un petit peu cette reprise qui va s'amorcer après cette sortie de confinement, peut-être même après l'été? On l'a à peu près situé sur les 2 derniers trimestres de cette année. Quelles vont être un petit peu les actions prioritaires, penses-tu? Est-ce que justement le fait de diversifier les sources d'approvisionnement pour des chaînes d'approvisionnement qui étaient très centralisées dans des pays peut-être exposés à risque, est-ce que tu penses que c'est une des priorités, ou est-ce que c'est plutôt un screening justement de l'engagement des RSE des fournisseurs? Quelles vont être un petit peu, selon toi, les actions prioritaires dès qu'on sera sorti de cette situation, que l'activité aura repris et à compter de la fin de l'été? Bien, moi, je pense que cette année 2020, elle est quand même sérieusement plombée. Donc, je pense que la nécessité, ça sera d'être capable de projeter quelque chose sur 2021, 2022, 2023 qui va être acceptable. Et ce sera la seule façon de sauver 2020, parce que 2020, elle sera plombée irrémédiablement. Et donc, on va devoir essayer de travailler tout de suite un certain nombre de changements de fond, d'aller chercher des projets qu'on abordait encore une fois de façon habituelle et confortable, avec un certain temps, et se dire ça doit aller plus vite. L'industrialisation dans certains domaines, la relocalisation dans d'autres, l'éclaircissement de la chaîne de valeur. Donc il va y avoir ce boulot-là qui doit être fait. Et la problématique, c'est qu'on va devoir le faire probablement dans l'inconfort. C'est-à-dire qu'il va continuer à falloir être agile, parce que je n'imagine pas, j'aimerais beaucoup, mais qu'on dise, voilà, décembre, septembre, c'est la rentrée, les enfants rentrent à l'école, vous rentrez dans l'entreprise et tout redémarre comme avant. Non, ça ne sera pas possible. Et donc, il va falloir encore qu'on gère ça, et probablement avec des soubresauts de la crise actuelle, d'autres qui pourraient venir se répercuter là-dessus. Et pourtant, on a des problèmes de fond à gérer. Est-ce que tu penses que la fermeture aussi peut-être des frontières ou la difficulté au niveau douanier, ça peut aussi amener à relocaliser? Et est-ce que dans ce cadre-là, un des risques, c'est d'être peut-être un petit peu moins regardant sur ces sujets RSE pour sourcer sur de nouveaux fournisseurs? Ou est-ce qu'au contraire, il faut garder le même niveau d'exigence que l'on avait pour des fournisseurs plus lointains, plus à risque, parce qu'on savait qu'ils étaient dans des pays moins exigeants en termes de RSE? Est-ce qu'il faut garder le même niveau d'exigence? Ah ben je crois, parce qu'on n'a pas très envie de replonger demain et de se recréer un univers totalement instable, quoi. Il faut maintenant, on a besoin de ça. C'est notre première responsabilité pour nos enfants, pour nos entreprises et même pour nos actionnaires. On ne peut pas créer ça, même si à un moment donné, il y a des raccourcis qui paraissent aujourd'hui peut-être acceptables dans cette situation de crise. Je pense que non. Je pense que là, il y a un vrai rôle politique. On sera aussi dépendant des politiques, de ce qu'ils vont poser aussi là-dessus. Mais je crois que non, il faut traiter le problème là où il est, parce qu'on sait très bien qu'en plus, c'est pas durable. Enfin, on va faire encore quelques bricolages et qui se retourneront derrière nous. Et je pense que les consommateurs vont devenir très responsables aussi en tant qu'acheteurs, hein. Donc, ils vont demander un certain nombre d'exigences qui vont se renforcer, hein. Donc, imaginez, et quand je vois la façon dont les entreprises le prennent, je trouve ça plutôt très satisfaisant. Mes collègues qui travaillent dans le B2C intègrent totalement ça. Je veux dire, tu parlais des LVMH, de Pernod Ricard, de L'Oréal, ils intègrent mais totalement ça, quoi. C'est une notion aujourd'hui de leur rôle là-dessus et de la responsabilité qui est de plus en plus marquée. Oui, donc l'importance de ne pas introduire de nouveaux risques qui pourraient avoir un impact sur une future crise qui peut s'avérer plus proche que ce qu'on imagine. La prochaine crise, c'est évident qu'on va prendre une crise climatique. C'est aussi facile que de dire qu'on allait prendre une crise virale. On ne sait juste pas quand, quelle ampleur, par où ça démarra, quelle sera claire, mais c'est évident. C'est évident. Et ne pas anticiper ça, ça serait irresponsable de la part de tout le monde, quoi, en tant que citoyen et évidemment en tant que responsable dans une entreprise.
Très bien. Dernière phase, Jean-Luc, de ces 4 phases, donc la nouvelle normalité. Petit sondage, comptez-vous intégrer davantage la RSE dans vos critères de sélection des fournisseurs comme un facteur de résilience? Donc, je vous laisse quelques secondes. Les réponses sont oui, dès maintenant, et c'est peut-être des choses que vous aviez déjà mis en place. Oui, on va s'attacher à renforcer ces sujets-là dès la reprise. Oui, mais plutôt en 2021, une fois qu'on sera vraiment revenu à business as usual, pas d'avis, ou au contraire, non, vous n'intégrerez pas davantage, peut-être parce que, encore une fois, vous avez déjà intégré cette composante de manière très forte. Quelques secondes, parce que j'aimerais aussi vous laisser pas mal de questions, donc je souhaiterais avec Jean-Luc qu'on accède et qu'on réponde à quelques-unes des questions. Et aussi parce qu'on a la question, oui, nous partagerons cette présentation et le replay également sera disponible, on vous communiquera dès qu'on aura le lien. Le résultat du sondage, vous êtes pour donc 48%, dès maintenant, vous indiquez renforcer donc vos critères RSE dans la sélection des fournisseurs. Pour 23% d'entre vous, vous le ferez dès la reprise. 11% le feront, mais ce sera plutôt sur 2021. 13%, vous n'avez pas d'avis sur la question. Et pour 5%, pas nécessairement. Un commentaire, Jean-Luc? On a un public de convaincus. Bon, on aurait pu s'en douter, vu le thème de l'échange aujourd'hui, qu'effectivement, on est devant un public qui a envie d'appuyer sur la RSE. Oui, alors, je pense que la réalité n'est pas aussi évidente. On voit bien qu'aujourd'hui, certains politiques, on en parlait de Nicolas, j'ai eu moi des sénateurs dans le cadre d'une commission sur les entreprises, des députés qui m'ont interrogé en tant que président du CNA et en se demandant ce qu'ils devaient faire de ça, quoi. Est-ce qu'ils ne devaient pas lever le pied sur le développement durable. En même temps, il y a aussi des industriels aujourd'hui qui trouvent que ça va trop vite et qu'on ne leur permet pas de se transformer. Alors, ce que je pense, c'est que non, il y a des principes managériaux qui sont derrière ça qu'il faut tout de suite utiliser, il faut tout de suite transformer. La réalité, c'est que peut-être il y a des choses à planifier dans certains secteurs. Ce qu'effectivement, si aujourd'hui on doit basculer dans certaines technologies qui nous rendent totalement dépendants de l'Asie du Sud-Est et dont on ne sait pas maîtriser, dans quelles conséquences, comment ils créent les produits, etc., sous prétexte qu'ils étaient chez nous, ça n'a pas de sens parce qu'il faut faire un bilan global. Si aujourd'hui, la transformation électrique d'un certain nombre de choses, toute cette partie-là, il faut faire gaffe. Donc, il faut le planifier, ça, réellement. Mais pour autant, oui, il faut tout de suite y pencher. Ça, c'est une évidence. Très bien. Peut-être un dernier point et après, on va prendre quelques questions sur, au niveau donc, de cette… et d'ailleurs, ça faisait partie aussi une des questions. Donc, tu confirmes, Jean-Luc, qu'il est important de travailler justement à cette agilité dans les achats, de donner les compétences aux acheteurs pour qu'ils intègrent de plus en plus ces notions de RSE dans leurs relations fournisseurs, de renforcer le lien avec ces fournisseurs justement pour les accompagner, mieux les comprendre, les connaître et s'assurer qu'ils soient résilients face à la prochaine crise. Donc, pour toi, ça reste quand même une des priorités lorsqu'on sera redevenu à la normale et de renforcer cet aspect. Oui, alors pour moi, ça peut pas être une BA, quoi. C'est pas la bonne action, quoi. Ça doit être totalement intégré dans le principe managérial, dans la vision stratégique des achats. Et le vrai enjeu des services achats, des départements achats, c'est d'intégrer totalement ça dans la logique stratégique de son entreprise. Et c'est pas évident. Et franchement, c'est pas évident. Je vais vous donner un exemple. Et après tout, c'est celui qui concerne mon activité, mais il peut être parlant. Aujourd'hui, notre entreprise est une entreprise qui emploie beaucoup de main-d'œuvre. Voilà. Je suis dans une entreprise qui représente plus de 70 000 personnes et beaucoup de compagnons, qui sont ceux qui construisent, ceux qui montent les bâtiments, les ouvrages d'art, etc. Or, notre ambition, c'est de conserver ça parce qu'on considère que notre modèle, notre capacité sociétale, y compris lorsqu'on intervient dans les concessions, c'est parce qu'on a ça que ça nous rend totalement responsables. Et ça nous rend moins ubérisables de façon classique. C'est aussi notre choix. Eh bien, il est indispensable que les achats aient une capacité de connexion avec ses compagnons.
Et aujourd'hui, notre modèle achat, il travaille essentiellement à servir des patrons de BU, des managers, et on est vraiment concentré dans cette relation. Et je faisais le bilan que notre service achat, il est peu en contact avec ceux qui produisent réellement, ceux qui sont les compagnons dans nos métiers. Eh bien, comment stratégiquement on fait ça? Alors, c'est pas juste en se disant, ben, on va aller leur parler, on va aller les rencontrer. Oui, d'ailleurs, ça démarre peut-être par ça. Mais c'est de dire qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Et quand on parle d'éléments Covid, là, de masques, de tout ce qu'on est en train de faire, notez que c'est d'ailleurs assez intéressant parce que ça nous conduit d'aller vers eux. Voilà, je pense que stratégiquement, c'est ça notre vrai développement. C'est de définir comment on va intégrer toute cette RSE dans notre quotidien, dans notre système managérial. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient juste épingler et qui doit se rajouter au reste. Et ça va venir impacter tout le sourcing en particulier. D'où le lien avec ce que tu indiquais tout à l'heure sur l'analytique, la meilleure compréhension, les outils, les indicateurs pour justement suivre oui, les oui, différentes sphères. on ne peut pas juste agir avec quelques convictions. Je pense que c'est un domaine où il peut y avoir des convictions, mais moi j'ai l'habitude, mes convictions, de les appuyer quand même sur des raisonnements analytiques et surtout quand c'est des enjeux très importants pour mon entreprise. Donc il faut qu'on ait ces outils-là, voilà, il faut qu'on puisse mettre ça, mais ça se compte, que je sache, le CO2, ça se compte, les risques, ça s'évalue, il y a un certain nombre de modèles et on doit avoir les outils qui nous permettent de traiter ça de façon fluide. Parce qu'aujourd'hui, on sait faire des choses, mais c'est encore très lourd, quoi. Et si on doit le faire sur toutes nos catégories achats, on n'a pas encore la productivité qu'il faut et on n'a pas les ressources qu'il faudrait pour pouvoir faire ça, quoi. Et ça ne serait pas à l'échelle. Donc, il nous faut nous simplifier la vie là-dessus. Ça, c'est évident. C'est aussi une opportunité, tu penses, d'innovation, de création de valeur? Ah bah oui, probablement pour toi, Nicolas, et pour l'entreprise Ecovadis, c'est une évidence pour les gens qui travaillent sur les systèmes d'information, pour les départements achats. Il y a un certain nombre je sais qu'il y a un certain nombre de choses qui sont de grande qualité. Il y a des jeunes qui ont intégré nos équipes, qui sont extrêmement câblés sur cette partie data, sur la capacité de les faire parler, et voire même sur l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on doit leur donner les moyens d'aboutir dans ces projets-là. On sait que beaucoup d'innovations ont été issues de nos départements achats. Hein. C'est le cas dans les systèmes. Aujourd'hui, dans les éditeurs, il y a des choses qui sont issues de là. Donc, je pense que oui, on a une responsabilité de faire émerger ça. Donc, tu es très optimiste. Il y aura beaucoup de valeur qui va être créée justement dans cette situation qui nous amène à prendre encore plus conscience de ce qui nous attend pour le futur et l'importance de renforcer notre relation avec nos partenaires. Oui, parce que je trouve que les acheteurs d'aujourd'hui ont continué à monter en termes de compétences et ont des valeurs et des valeurs. C'est-à-dire qu'ils ont le sens des valeurs et de la création de valeur et de l'économie parce qu'elle est réelle et on est remis en cause. Et une entreprise peut se détruire parce qu'elle n'a plus de trésorerie. Donc, ce sont des gens qui vont pouvoir prendre en compte le fait qu'il y a de la trésorerie à gérer et que le cash, ça reste quand même un élément clé. Et en même temps, des gens qui ont des valeurs avec un grand V, qui sont celles humaines de comportement, d'aller rechercher, de créer de la durabilité. Donc, je pense que c'est cette intégration des deux qui va créer, qui va nous permettre de prendre le rôle que l'on veut prendre depuis toujours, celui que l'on construit étape après étape. C'est ça le vrai rôle stratégique. C'est celui de peser sur le court terme et d'être capable d'orienter le long terme. Ça, ce sont des éléments. Très bien, merci Jean-Luc. Peut-être encore quelques questions, une qui gratte un peu. Nous avons lu avec surprise la position du MEDEF sur la RSE pour l'avenir. Quelle est celle du CNA? Alors celle du CNA, je l'ai déjà affichée, mais je la renforcerai. C'est la notion d'aller chercher la capacité à traverser ces crises-là. Et cette résilience, encore une fois, elle est pour moi d'éviter aussi tout ce qui peut se passer sur le climat et sur la détérioration du climat et même sur notre responsabilité sociétale pour ne pas faire exploser nos propres pays et économiques que l'on a là-dessus. Donc d'où on s'oriente clairement là-dessus. Après, ça mérite débat et on aura débat là-dessus et on participera autant qu'on le peut et on est appelé par les instances gouvernementales et on prendra notre place auprès des directions générales aussi. Je crois que chacun le fait individuellement dans ses entreprises, il faudra le faire aussi collectivement pour aller orienter le débat et pour rassurer les patrons. On peut aujourd'hui faire la RSE
en ayant le souci de travailler la performance de nos entreprises. En n'oublions pas qu'on est dans un univers concurrentiel, bien sûr. Bien sûr, quand on parle de solidarité, ça n'enlève pas ça. Je pense qu'il y a une grande peur, et les gens qui ont peur là pourraient… Enfin, il ne faut pas avoir peur, quoi, mais avoir conscience. La conscience des dangers et du fait qu'on va vivre encore un certain nombre de crises dans l'avenir et qu'on ne s'est pas encore sorti déjà de celle-là et qu'elle va durer, ça c'est important d'en avoir conscience. En avoir simplement peur, c'est trop tard, quoi. Peut-être avant qu'il fallait avoir peur. Maintenant, il faut construire. Et donc, il faut rassurer sur le fait qu'on peut aller chercher de la performance en étant exigeant sur ces points-là. Mais je pense qu'il y a aussi une posture sur les normes, il ne faut pas se tromper. Derrière là-dessus, le patronat, il est aussi en train de dire arrêtez de vouloir transformer l'automobile européenne qui était hyper performante et qui réduisait ses émissions de CO2 et de vouloir du jour au lendemain lui imposer des taxes qu'elle ne peut pas admettre et vous allez simplement la détruire et dépendre d'achats de batteries qui descendront essentiellement de Chine et de l'autre côté, vous renforcez la naissance d'un nouveau compétiteur. Oui, et ils ont raison de le dire ça. Ça, pour autant, c'est responsable. Mais ça n'a rien à voir avec la remise en cause fondamentale de la RSE. C'est simplement que c'est une exigence qui est une exigence juste à l'instant T telle qu'elle est posée. Donc, tu penses que tout ça est conciliable pour le meilleur, effectivement, de l'activité de nos groupes, mais qu'aussi, il faut être attentif, effectivement, que les gouvernements soient assez habiles pour, justement, aussi faire émerger de nouveaux champions, et notamment vis-à-vis de toutes ce besoin de développement durable et de RSE. Donc, c'est aussi de faire attention, de ne pas mettre des bâtons dans les roues, mais au contraire de favoriser des initiatives qui peuvent être très bénéfiques au futur. Et puis, on sait qu'on est dans un monde de benchmark. Aujourd'hui, les patrons, leur conviction, c'est aussi ce qu'ils ont l'impression qu'ils vont aboutir et réussir à faire. Donc, je pense que ce qui est très important, c'est de mettre en avant les réussites. Parce que il faut montrer que c'est conciliable. Et il y a aujourd'hui, tu en as montré, tu en as distillé quelques-unes dans ta présentation, mais il y en a d'autres. Je crois que c'est ça qui est important de montrer. C'est faisable. Si on est capable de le faire là, on est capable de le faire ailleurs. Et je pense que ça va renforcer les convictions de tout le monde là-dessus. Très bien, très bien. Et peut-être une dernière question. Cette performance responsable, pour toi, elle est bien évidemment liée à cette résilience et c'est vraiment ce que tu appellerais tes vœux vis-à-vis des directions achats, c'est de travailler à favoriser cette performance pour de nouveau à ce que les fournisseurs soient plus résilients face aux différents enjeux que tu penses on devra faire face dans les futurs proches. Oui, oui. Ça veut dire que la notion de modernisation de la fonction, on doit l'accélérer, quoi. La transformation digitale doit s'accélérer, la transformation des profils, les enjeux. On va devoir faire un certain nombre de choses à l'accélérer. On sera probablement pas les seuls dans cette période-là, mais quand même pour nous, c'est un enjeu de taille là-dessus. Donc, voilà, c'est là que ça va s'accélérer. Dans une période d'accélération, il faut prendre nos responsabilités, il faut prendre les pouvoirs associés. Il faut qu'on se dise que c'est une question de côté du doigt si on connaît les entreprises travailler n'importe comment. Il y a une vraie responsabilité. D'ailleurs, je ne sais pas jusqu'où on ira, même sur un plan pénal d'ailleurs. Hein. On peut imaginer qu'il y aura des choses qui bougeront là-dessus. Hein. Mais je crois que, ouais. Je crois que là, il y a un vrai enjeu. Ouais, juste une petite point. Il y a une notion de leadership, ouais, aussi, très clairement. D'accord. Est-ce que tu penses que au niveau européen, les codes justement doivent évoluer? Peut-être aussi, on a le fameux devoir de vigilance pour la France. Est-ce que tu penses que l'Europe doit s'enquérir de ce qui a déjà été initié sur la France pour peut-être le renforcer au niveau européen? Et peut-être un point aussi sur le code des marchés publics. Est-ce qu'il doit évoluer? Ah ben, pour moi, c'est une évidence. C'est ce que j'ai expliqué aux politiques qui m'ont interrogé. Il y a des choses qui doivent évoluer. La capacité à produire des politiques achats est essentielle. Voilà. Et aujourd'hui, c'est peut-être un pont qu'on n'a pas, on utilise encore le mot politique achat, mais en réalité, alors dans les achats publics, il y a de bons exemples, mais globalement, la puissance publique considère pas que ces achats ont une puissance pour tenir, pour construire des politiques.
voilà, qui s'inscrivent dans la durée, qui sont le renforcement de filières. Et effectivement, de temps en temps, le respect du code des marchés publics empêche d'avoir de la suite dans les idées. Voilà. Parce que de la politique, c'est aussi d'avoir de la suite dans les idées, de planifier un certain nombre de choses. Donc ça, il faut libérer ça. Je comprends qu'on ait à contrôler la dépense publique, c'est une évidence à contrôler la façon dont on se fait, mais en même temps, il faut lui donner la capacité de conduire des politiques. Et c'est pareil au niveau des entreprises. Sauf qu'au niveau des entreprises, le carcan, c'est juste la perf à court terme. Et qu'effectivement, il faut qu'on soit capable de mener des politiques achats qui servent à la performance globale de l'entreprise, la valeur de l'entreprise. Et la valeur de l'entreprise, ce n'est pas uniquement la perf à court terme. La façon dont vous aurez tous sauvé, dont nous aurons tous sauvé le résultat de 2020, il sera probablement regardé par les analystes. Mais avant tout, ce qui donnera de la valeur à l'entreprise, c'est la capacité de se projeter sur 2021 et sur la suite. Et je pense qu'il faut avoir conscience qu'à un moment donné, si on sert que le très court terme, qui peut être vital de temps en temps, mais qui ne permet pas de construire une politique, il faut aussi aller servir le moyen et le long terme. Parce que la valeur, elle est là. Très bien. Et pour finir, peut-être dernière question, je la trouve intéressante. Est-ce que tu penses que la transformation de la fonction achat ne doit-elle pas passer par un nouveau intitulé de la fonction et remplacer la notion d'acheteur assez réducteur en termes de responsabilité? Est-ce que tu penses que justement ça pourrait évoluer parce que l'acheteur va bien au-delà que d'acheter? Voilà, j'en appelle à ta fonction de directeur achat. Ouais, ben alors là, je vais, parce que c'est un débat qui a lieu de temps en temps et qui a du sens d'ailleurs, parce que c'est une façon de se poser des questions sur ce qu'est notre métier au sein du CNA. La dernière fois, il est resté acheteur d'ailleurs. La dernière fois que ça s'est transformé de CEDAF à CNA, et je me rappelle, je me souviens des discussions qu'il y a eu là-dedans. Je pense que c'est intéressant quand même de se poser ces questions-là, parce que derrière, il y a du fond. Mais pourquoi pas, on sait qu'il y a eu des mouvements de fond. À un moment donné, on a appelé ça direction de la relation fournisseur. Il y a eu des choses qui ont basculé. Bon, après, en même temps, certains ont rappelé que le fait de maîtriser tout un pan économique et achat, ça nous situe bien clairement dans la chaîne de valeur et dans les process de l'entreprise. Bon, voilà, donc je trouve que c'est la question qui est intéressante, pas tant la réponse. Mais oui, effectivement, acheteur de temps en temps, c'est très réducteur par rapport à l'ambition et par rapport à la responsabilité qu'elle a la nôtre. Oui, sachant que le rôle de l'acheteur, évidemment, s'élargit de plus en plus avec des tas de compétences et le besoin, effectivement, d'être formé et de renforcer cette relation fournisseur. Donc, tout ça va dans, je pense, le bon sens pour la fonction achat. Et puis, je rappelle que c'est un domaine, il serait très stupide, enfin, que les entreprises, pour leur avenir, aient à s'appuyer sur les achats et la RSE. Nos entreprises européennes, c'est un atout pour elles, c'est une chance. C'est un domaine où on est compétent. C'est un domaine où il y a de la compétence. Et il y a un écosystème déjà de très grande qualité, dont Ecovadis fait partie d'ailleurs. Mais c'est une évidence, il y a de la formation achat, il y a des éditeurs européens, il y a du conseil de très bon niveau, il y a une maturité dans les entreprises, une maturité grandissante dans les achats publics qui sont faits, donc on peut s'appuyer là-dessus. Et donc, la notion que la performance et notre résilience, on la construirait sur ces deux piliers-là, c'est génial en fait. C'est un vrai avantage. C'est un vrai avantage. On ne parle pas là de coût de main-d'œuvre, on parle de compréhension, la notion d'avancer analytiquement dans les analyses de cycle de vie, dans les datas qui les composent, dans la capacité de gérer, le carbone comme une donnée objective dans la conception, dans la construction. Voilà des éléments, finalement, ça c'est rassurant. Parce que c'est des choses qu'on maîtrise, ou en tout cas où on est compétitif au niveau mondial. Et tu penses que les directions des grands groupes ont intégré justement cette évolution de la fonction achat et le rôle clé qu'elle joue dans tous ces nouveaux enjeux? J'aurais tendance à dire que oui. Oui, mais ce n'est pas très important finalement ce qu'elle pense sur le long terme. À un moment donné, le monde il est assez primaire, on constate les choses, quoi, hein. Le pouvoir et la responsabilité, ça se prend aussi, quoi, ça s'affiche et on l'a construit step by step. Donc, de toute façon, Dieu reconnaîtra les siens, quoi, à un moment donné, et la responsabilité de chacun. Donc, je crois qu'il y a longtemps que c'est pas la seule motivation des achats. L'important, c'est d'avoir des moyens.
Donc l'important, c'est que les directions générales de nos entreprises donnent les moyens à la fonction achat de se développer dans une période comme celle-là. C'est ça la clé. La clé des leaders achats, c'est de dire investissez dans ma fonction parce que ma fonction va contribuer grandement à la compétitivité de notre entreprise, de votre entreprise. Donc ça, c'est ton conseil aux directeurs achats vis-à-vis de leur direction, c'est justement d'aller mettre en avant toutes ces valeurs. Oui, et de dire je suis un acteur sur lequel vous devez investir. Et une collaboration excellente avec les directions du développement durable. Et on voit bien, là, la direction du développement durable a compris qu'aujourd'hui, nos transformations, on ne pouvait pas les faire seules. Donc ça, c'est une évidence. Ça demande aujourd'hui, j'avais noté un petit point là dans le point, c'est la mutation de nos secteurs. On ne peut pas l'envisager seul. Aucune entreprise ne peut imaginer seule la mutation de son secteur. Même les grands leaders mondiaux en ont conscience. Donc, si ce n'est pas seul, c'est avec qui? C'est notamment avec des fournisseurs, des partenaires, et ça se construit. Et là, on trouve bien les achats sur sa route, normalement. Ouais. Très bien. Merci Jean-Luc. Les questions n'arrêtent pas d'arriver. Je pense qu'on ne pourra pas toutes les traiter. Donc, malheureusement, on a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Donc, je te propose, Jean-Luc, peut-être qu'on t'invite de nouveau sur un prochain webinaire. Merci. Oui, on pourrait trouver un moyen, effectivement, de plus vite créer le lien aussi, hein, de partager ça. Parce que c'est assez frustrant pour ma part de ne pas vous voir, de ne pas voir vos réactions et de ne pas vous entendre, surtout directement. Alors, elle te seront partagées après ce webinaire. Si parfois il y a des gens à qui tu voudrais répondre directement, et si tu le pouvais, ce serait formidable. Mais voilà, tout un tas de questions et ça amène beaucoup de réflexions. Donc voilà, merci pour avoir partagé ce moment avec nous, Jean-Luc. Je pense aussi que les gens peuvent directement peut-être vous envoyer des informations, des demandes peut-être de renseignements sur le CNA avec l'adresse email qui est affichée, contact@cna-asso.fr. Et nous, évidemment, Ecovadis, on reste disponible pour ceux qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin sur les outils qu'on peut proposer. Donc, merci infiniment, Jean-Luc, de nouveau. Très bonne continuation au CNA et dans ton rôle de directeur des achats qui, je pense, ne manque pas de rebondissement avec ces événements actuels. Je te souhaite une très bonne continuation et à bientôt. Merci à vous tous. Merci de cette invitation, Nicolas. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Comme indiqué, sera partagée la présentation ainsi que l'enregistrement. Vous pouvez tout à fait le diffuser en interne dans vos organisations. Je pense que ça pourra aussi aider à faire évoluer quelques réflexions. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir à tous.